J'ai un master en finance, contrôle de gestion et management que j'ai obtenu en France. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans la finance, banque, assurance, entre la France et la Suisse. Cette protection de l'emploi en CDI en France, elle est vraiment surestimée. Elle est même bénéfique ni pour le salarié, ni pour l'employeur. En Suisse, mais quand je suis arrivé, la première année, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'étais très habitué aux collègues qui se plaignent quotidiennement. Et en fait, en Suisse, les collègues qui se plaignent quotidiennement, 2 semaines après, tu les vois plus. En fait, ils vont envoyer 2-3 candidatures sur JobUp, CV pas travaillé, secteur d'activité pas travaillé. La Suisse, ça recrute pas, j'ai envoyé 30 candidatures, ça recrute pas. Ouais, mais t'as fait aucun effort. C'est pas la Suisse qui recrute pas, tu vois bien les médias, c'est pas moi qui le dis. Tu tapes sur Internet, nombre de frontaliers, il explose, on va doubler dans les 10 ans, du moins, on le sait. C'est aussi un pays qui est très dynamique et, entre guillemets, qui pardonne pas. Le coût de la vie, c'est quelque chose. Si tu viens t'installer en Suisse et que pendant 6 mois, t'as pas de revenus, ton portefeuille, il va le sentir. Quel type de profil tu places dans les agences? Quel type de profil tu vas recruter pour les recruteurs? Alors, salut à tous, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Ashraf. Bienvenue Ashraf sur la chaîne. Merci. Alors Ashraf a un profil spécifique puisqu'il a travaillé en France. D'ailleurs, il a travaillé en Ardèche également, tout comme moi. Et maintenant, il est dans la finance, il est en Suisse, il recrute des profils. Donc, on en parlera un peu plus précisément en fin de vidéo, qui dire quel profil tu vas rechercher et quel type de candidat tu places. Mais avant ça, on va faire toute sa présentation, son parcours et savoir qu'est-ce qu'il fait maintenant en Suisse. Parce que du coup, tu es entrepreneur et tu as été salarié des deux côtés du territoire. Et puis voilà. Mais maintenant, je vais essayer de présenter un petit peu à l'audience pour dire un petit peu qui tu es. Puis on va faire le récap un petit peu de tout ton parcours. Ok, moi enchanté, donc Ashraf Lassalle, comme tu l'as dit. J'ai un master en finance, contrôle de gestion et management que j'ai obtenu en France. Du coup, que j'ai eu une partie de mes études dans la Drôme et la fin de mes études du coup à Pau, proche de Biarritz, Toulouse, Bordeaux pour ceux qui connaissent. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans la finance, banque, assurance, entre la France et la Suisse. Ça fait maintenant 5 ans que je suis sur le territoire suisse. Et t'as passé quoi comme diplôme exactement? Alors c'est un master finance, contrôle de gestion et management en école de commerce, donc école supérieure de commerce de Pau. Ok. Donc c'est un programme grande école, il y a tout un parcours, concours, etc. On est des milliers à le passer, et puis on n'est que certaines centaines à être pris par école. Ok. Donc c'est quand même Bonne très, école, très quoi. compétitif. Ouais, franchement, ça s'est super bien passé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était quand même une école avec une ambiance assez familiale. On était des promos de 300-400 personnes, mais il y a beaucoup d'événements dans l'école qui permettent de créer vraiment beaucoup de cohésion, même entre les différentes promos. Ok. Après, il y a une chose que j'ai compris malheureusement après avoir quitté l'école, c'est que le grand intérêt de passer par une école de commerce comme ça, c'est vraiment de nouer des relations avec les camarades de classe, parce que 10 ans, 15 ans après, on devient pour la plupart des personnes avec des postes à responsabilité, avec plein d'opportunités qui peuvent être créées en termes de synergie, etc. À l'époque, on s'en rend pas forcément compte, on pense beaucoup à sortir, etc. Mais en fait, ces relations que l'on crée, ces souvenirs que l'on partage, finalement, ça nous permet plus tard de créer de belles choses. Donc s'il y a des personnes qui prévoient d'aller en école de commerce, il faut bien garder ça à l'esprit. Ouais, je sais qu'on m'a souvent dit, même pour les grandes écoles, l'ENA, HEC, tout ça, que c'est le plus important, c'est le réseau dans ces écoles, bien avant les cours en eux-mêmes, parce qu'en autodidacte, on arrive à apprendre beaucoup de choses. Bon, il y a des réglementations aussi. D'ailleurs, tu es AMF? Oui, je suis AMF. Alors, je suis AMF, mais moi, j'avais passé l'AMF avec le Crédit Agricole en interne. Donc, c'était un AMF que interne, c'est pas un AMF externe. Ok, ok. Et donc, du coup, alors, comment ça s'est passé un peu à la suite de ces études, l'entrée, direct d'entrée dans le monde du travail? Eh bien, je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde. À l'époque, l'école de commerce, c'est très cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est entre 8 et 12 000 euros par école de commerce en général par année. Nous, on était un peu plus de 8 000 euros. Et une des alternatives qu'on peut avoir quand on n'a pas justement ce cash-là, ça va être soit le crédit, donc commencer dans la vie active avec un crédit directement, ou alors de se le faire financer par une entreprise, donc en étant en alternance. Okay. C'est ce que j'ai fait. Moi, c'est le Crédit Agricole, du coup, qui m'a financé l'étude. Je pense que j'ai fait comme tout le monde, j'ai candidaté partout pour décrocher mon alternance. J'ai eu la chance d'être accepté chez eux, donc j'ai pu faire mon master avec eux en alternance et c'est super bien passé. Ok.
Ok, ok. Et du coup, ton alternance, donc c'était en France, c'était où? C'était en France, c'était en Ardèche, Ah, j'étais c'est celui en à Ardèche? Ruan, c'est Vallon-Pont-d'Arc, ouais, pour Ok, ceux qui connaissent. Très ok. joli coin pour ceux qui connaissent pas. Ouais, bah, il y en a quelques-uns qui connaissent de par mon parcours, parce que moi aussi, ardéchois, hein, j'ai grandi entre les deux, à Sanzon, donc Ok, le Rocher entre les deux. génial, Mais, génial. mais donc, du coup, ouais, t'as fait tes premières expériences là-bas, tes premières armes, t'as été embauché derrière, dans cette même entreprise? Oui, j'ai été embauché directement derrière. J'étais encore très jeune à cette époque-là parce que moi j'ai sauté une classe, donc j'arrive encore avec un Ok. an de moins. Il m'avait demandé aussi de faire mes preuves en passant par un poste de conseiller à l'accueil. Ok. Donc tout de suite, c'est la douche froide. On sort d'une école de commerce, master. Effectivement, en école de commerce, on nous bourre le crâne en nous disant que on va commencer avec un job à 3000, 4000 minimum, etc. Et quand on se retrouve sur le terrain, ben, finalement, on se prend un petit peu ces petites claques mais qui font du bien quand même, hein, qui permettent de réveiller. Et donc effectivement, j'ai commencé après l'alternance à l'accueil, j'ai fait mes armes. Ça m'a permis aussi de bien me former sur le marché des particuliers parce que mon alternance, elle était dirigée pro. Donc j'ai fait un peu de particulier à ce moment-là. Ensuite, de fil en aiguille, ben, je me suis vite retrouvé propulsé sur le métier de conseiller pro, responsable de clientèle professionnelle, pour être exact. Où là, j'avais la responsabilité des pros sur 4 agences en Ardèche. Alors je vais donner les noms de villages si ça t'intéresse. T'as le Chélard, Saint-Agrève, Saint-Sauveur-de-Montagu, Saint-Martin, Saint-Martin, je sais plus de comment. Tu vois, je suis resté 3 ans, j'ai oublié le nom du village tellement. Mais tous ces petits villages-là, où j'étais en fait le seul conseiller pro de ces 4 agences. Ok. Donc, un client pro qui veut me rencontrer, ben, par exemple, dans son agence, j'ai été de passage que le mardi. Donc, s'il n'est pas dispo le mardi, reviens la semaine prochaine. Ok. Donc, moi, je me retrouvais déjà à l'époque, bien avant Covid, je suis déjà en train de vachement travailler à distance. Donc avec des rendez-vous par téléphone et des dossiers à monter, je ne rencontre pas forcément le professionnel en face de moi, mais j'ai un dossier pour une reprise de fonds de commerce, une fusion, euh, une cession, tout court, une mise en liquidation, plein de dossiers hyper intéressants comme ça, mais à devoir en gérer peut-être 80% de mon activité à distance. Donc Ok. finalement, ça m'a déjà mis dans le bain Ouais. avant tous les changements qu'on a connus. Ok, ok, donc intéressant pour ce point-là. Mais t'as fait combien de temps? T'as fait 3 ans du coup avec eux? J'ai fait au total 5 ans avec le Crédit Agricole. 5 ans avec le Ouais, Crédit 5 ans à peu près, Agricole? ouais. Et du moins en Ardèche, en France, t'as fait que cet emploi-là? Ou après? Alors, en Ardèche, en France, que Ouais. l'emploi de Crédit Agricole. Ok. Ailleurs, en France, j'ai eu d'autres emplois, des stages par-ci par-là, des jobs étudiants, des jobs d'été. Mais en sortie En d'école de sortie d'études. commerce, j'ai commencé par ça, effectivement. Mais je pense que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de la douche froide sortie d'école, je sais que moi je le vois beaucoup dans mes clients aussi. J'ai l'impression que 80% des gens qui sortent de bachelor ou de master, dans les écoles, on vous prétend tous, vous allez avoir des postes de cadre, des postes à haute responsabilité, haut salaire. Et en réalité, j'ai l'impression que c'est très rarement le cas. En fait, c'est vrai que ce sera pas le premier job, mais le fait d'avoir justement ce master-là va peut-être te donner la légitimité de pouvoir candidater dans une suite de carrières, dans Mhm. des très grosses Ouais, structures, par dans la ça. suite. Ouais. Par contre, c'est vrai que parfois on parle beaucoup de classement entre les écoles de commerce, etc. Ça a très peu d'impact réellement sur le terrain. En rentrant dans des boîtes comme du Crédit Agricole, par exemple, à partir du moment où tu as juste le nom master, ben dans les grilles de salaire, tu es dans le niveau master Mhm. et puis basta. Il faut juste que ton master il soit bien reconnu par l'État Ouais. français. Mais au-delà de ça, le classement, eux en tout cas, ils s'en foutent un petit peu. Il y a certaines entreprises pour qui ce sera important, mais ça reste encore pas le cas de tout le monde, quoi. Ok. Et après, alors, du coup, comment s'est passée un petit peu la suite de cette De aventure? l'aventure, eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, sur les 5 ans que j'ai passé avec le Crédit Agricole, les 3 dernières années, j'ai été conseiller pro. Mhm. Pendant ces 3 dernières années, j'ai vraiment surperformé. J'avais un ami aussi en Ardèche avec qui on avait une très très bonne rivalité. J'étais toujours, lui et moi, on était toujours dans le top classement des meilleurs vendeurs Drôme Ardèche Isère. Ok. Donc on était vraiment bien classés. Et en fait, ils ont ouvert un poste de conseiller pro juste à côté de chez moi, près de Valence. Ok. Moi, je voulais revenir près de chez moi parce que je faisais 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. C'était très épuisant. Et ce poste a été ouvert et finalement, je me suis retrouvé confronté à une chose, c'est que ben, ils m'ont pas pris pour ce poste-là alors que j'étais déjà là depuis un petit moment et que j'avais prouvé que je performais. Ils ont pris un profil totalement néophyte, hein, qui avait jamais fait ce métier avant, Ok. et qui en plus a pas le même niveau de diplôme que moi. La personne avait un bac+3 et aucun mois d'expérience en tant que conseiller pro. Ok.
Les raisons pour lesquelles ils ont préféré ce profil au mien m'échappent aujourd'hui, hein. Et c'est le moment où ça m'a créé finalement cette remise en question, parce qu'à cette même période, j'ai mon frère qui est venu s'installer en Suisse. Ok. Mon frère qui, en niveau de diplôme, à ce moment-là, hein, a que le bac, qui vient et obtient un poste d'intermédiaire en assurance, qui me dit ben j'ai tous les accords pour faire des crédits hypothécaires, pour faire des produits d'assurance, etc. Donc finalement, il a les mêmes délégations que moi, Mhm. tu vois. Et là, je me dis, attends, mais ça c'est une sacrée bonne opportunité qu'il vient de choper. Donc il faut que j'aille voir un petit peu ce qui va se passer en Suisse. Et si mon frère fait pas ce pas-là avant moi, peut-être que je ne le fais jamais. Parce que j'ai encore à ce moment-là, dans mon esprit, un cadenas que je me suis mis tout seul, hein, finalement, hein, qui me dit, non, non, c'est trop beau pour être vrai. Si c'était vrai, ben, tout le monde dirait, quoi. Ouais. Chose que je ne savais pas à l'époque, c'est que finalement, il y en a beaucoup qui y vont. Oui. Je crois que juste en 2024, tu as eu 170 000 personnes qui sont venues s'installer en Suisse. Je le dis encore à l'Ardéchois, si je le dis à la Suisse, c'est 170 000 qui sont venus s'installer, tu vois. Donc finalement, à ce moment-là, ça me crée cette question de me dire, attends, est-ce qu'il faut peut-être que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Parce qu'il commence à rentrer déjà des beaux salaires, ton frère? Ouais, il commençait Ouais. vraiment à rentrer des sommes, il gagnait peut-être 2 fois, 3 fois ce que moi je percevais, tu vois. Et puis je le voyais pas forcément bosser plus que moi. Parce que moi, encore une fois, je faisais 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Donc je sortais de chez moi, il était 7 heures du matin. Mhm. 1 heure de route dans les montagnes ardéchoises, tu sais ce que c'est, Ouais. à croiser des sangliers, etc. Au retour, pareil, 1 heure. Donc finalement, je sors de chez moi, il est 7 heures du matin, je rentre chez moi, il est minimum 20 heures finalement. Parce que je finis jamais, avec la quantité de clients que j'avais, impossible de boucler quand l'agence ferme. Il fallait que je bosse encore un petit peu après. Ouais, donc c'est ton frère qui t'a fait un peu ce déclic de dire, attends, mais là-bas, il y a peut-être une opportunité, les gens sont bien moins diplômés, parce qu'en soi, la FA, c'est dur et pas dur. On y reviendra un peu par la suite, mais c'est quelque chose de dur et pas dur comparé. Par contre, en termes de salaire, il n'y a pas de limite. Exactement. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est l'une des choses qui m'a frappé dès le départ. C'est que, en fait, en Suisse, t'as pas de plafond. Ce fameux plafond de verre qu'on a du mal à casser quand j'étais côté France, hein. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'étais conseiller pro junior au départ. Et ensuite, il fallait passer un concours en interne pour passer conseiller pro senior. Ok. Ce concours-là était super dur. On était sur des questions de comptabilité du style quel est le numéro du CERFA pour les infirmières en profession libérale, tu vois? En tant que conseiller pro, t'as pas besoin de connaître le numéro du CERFA, mais ça tombe dans ces questions-là. Tout ce parcours-là pour gagner 100 euros brut au mois. Ouais. T'imagines? L'effort qu'il faut fournir juste pour augmenter un petit peu ce plafond. Ah, mais je crois que la stat, J'y arrive, c'est. Parce que là, on l'a travaillé il y a pas longtemps, c'est il faut en moyenne, c'est d'ici qu'on arrive à 80 ans, il faudrait 80 ans pour avoir des hausses de salaire jusqu'à doubler un revenu en France. Je crois que globalement, c'est ça la stat. Alors qu'en passant la frontière, bon, il y a toutes les problématiques autres que j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais en passant la frontière, on le double du moins, en moins d'un an, ça dépend à quelle vitesse on exécute, mais on double directement son salaire. Mais Donc, pour toi et moi qui avons déjà passé la frontière, ça, on se dit, bah oui, c'est logique. Mais quelqu'un qui n'est pas venu non. encore, il va se dire, mais c'est n'importe quoi. En fait, il suffit juste d'aller vérifier cette information. Ce que tu dis, pour moi, c'est maintenant depuis plusieurs années que je suis là, tout comme toi, ça nous étonne pas, ça. Mhm. Et il y a aussi une chose qui est, je pense, un peu. Il y a deux éléments pour moi qui sont un petit peu surestimés en France. Premièrement, c'est le sentiment que tout le monde a l'impression que l'accès aux soins est gratuit en France. C'est pas vrai. Ça coûte super cher. Tu peux demander à un salarié, il va dire non, non, moi je paye pas. Bah, demande à son patron s'il paye pas pour qu'il ait accès justement à Les tout ça. CSG, les CRDS, laisse tomber. Exactement. Quand tu veux payer un salarié 2000, ça te coûte 4000. Là, tout de suite, tu dis ben oui, effectivement, la CAF et la Sécu, ça commence à coûter. Tu veux dire quoi? Les écoles aussi? Alors, le deuxième élément que j'allais te dire, c'était la sécurité de l'emploi avec le CDI. En France, on va dire que oui, mais j'ai mon CDI, le CDI c'est un peu le Graal. J'ai mon CDI, je suis pas virable. Alors oui, c'est vrai, mais ton collègue aussi. Et ton collègue, du coup, il le sait aussi et il bosse 2 fois moins. Et parce qu'il bosse 2 fois moins, bah toi, tu dois bosser 1 fois et demie de plus. Tu vois? Et ça, je le ressentais énormément. Il y a ça, et puis moi j'aime bien leur dire aussi parce que
c'est que en France, oui, on a du mal à licencier, c'est vrai. Il y en a même qui vont se foutre en arrêt pendant des mois, des années. Du coup, les autres doivent travailler beaucoup plus. Mais il y a aussi cet aspect, déjà, numéro un, en Suisse, si t'es pas le dernier, on ne vire pas. Il n'y a pas de raison, du moins, il n'y a pas de problématique aussi. Et en France, le problème qu'il va y avoir, c'est que bah, les patrons vont plus être réticents sur l'embauche. Il va y avoir donc plus de travail à fournir également. Donc, le résultat final est bien pire pour le salarié à la finalité, parce qu'il va, Complètement. du moins, il va sélectionner beaucoup plus les profils et ça pénalise toute l'équipe. Bien sûr. Je vais te donner un exemple qui va illustrer exactement ce que tu viens de dire. À cette époque-là, quand je suis en remise en question, je quitte le Crédit Agricole, je candidate, je postule à certaines offres d'emploi. Du côté de Valence, qui est pourtant une ville moyenne avec plein d'agences bancaires, je ne trouve aucun poste de conseiller pro. Rien. Je postule ensuite en tant que courtier en prêt immobilier. D'accord? Un sujet que je maîtrise, les prêts immobiliers, j'en montais facile 4-5 par mois, aucun problème, d'accord? Je fais l'entretien d'embauche. Pendant l'entretien d'embauche, la personne que j'ai en face de moi, qui est la responsable d'agence, elle est en panique, elle est vraiment en stress, plein stress de savoir si elle m'embauche, est-ce que je vais être rentable pour elle, est-ce qu'elle s'embarque pas dans quelque chose de trop engageant pour elle, parce que du coup si elle me prend en CDI, bah, derrière elle pourra plus me virer, des choses comme ça. Et moi je suis très mal à l'aise parce que je suis candidat, je suis motivé, je suis encore très jeune aussi à l'époque, où je lui dis, ben, je sais pas, vous avez mis une offre d'emploi, c'est peut-être pour recruter des gens aussi, mais en même temps, je comprends aussi son inquiétude parce qu'il n'y a rien qui lui permet d'être confortable dans cette prise de décision parce que ça l'engage énormément. Ouais, et puis Énormément. après, en plus, il y a même des patrons. Je sais qu'en France, on ne peut pas virer, mais les patrons vont te pousser au burn-out. Si tu restes pour que tu partes, vu que leur seule possibilité, c'est de pousser les gens au burn-out, je sais pas comment je vais dire, mais faire de la répression au travail, du moins vraiment rendre l'atmosphère invivable. Donc, des fois, c'est quoi le mieux? Se faire licencier parce que on fait tourner la boutique et que du coup, ça marche pas pour nous, on n'est pas adapté à cette entreprise, ou se faire justement harceler dans le cadre du travail parce que bah, en fait la personne elle est pas rentable sur nous et du coup elle veut nous virer mais elle ne peut pas. Donc son seul moyen de pression c'est de rendre invivable l'emploi en fait. C'est réel, et tu te retrouves avec des collègues qui sont dans la même boîte depuis peut-être 20 ans, Mhm, mais ça fait 10 ans qu'ils aiment plus ce qu'ils font, mhm, mais peur de le quitter, parce que est-ce qu'ils vont réussir à retrouver un CDI ou pas, qui est le fameux Graal, etc. Euh, L'employeur qui veut le virer, mais qui peut pas, comme tu l'as dit, donc il lui crée un climat qui est vraiment toxique, quoi. Donc ça, c'est totalement réel. Donc pour ça que pour moi, cette protection de l'emploi en CDI en France, elle est vraiment surestimée. Elle est mhm, même bénéfique ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Je pense que là-dessus, on est totalement d'accord. mhm. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme moi aussi en Suisse, mais quand tu es arrivé, la première année, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'étais très habitué aux collègues qui se plaignent quotidiennement. Et en fait, en Suisse, les collègues qui se plaignent quotidiennement, bah, 2 semaines après, tu les vois plus. Totalement, totalement. Et c'était, je suis désolé pour eux, hein, mais c'était tellement agréable finalement. Parce Mhm. qu'au final, tu te retrouves tu tournes ta tête à gauche, tu tournes ta tête à droite. Les collègues que tu as, c'est tous des tueurs dans leur domaine. Ouais. C'est hyper, hyper stimulant Moi, j'étais professionnellement. arrivé, j'étais arrivé à l'époque quand j'étais serveur, parce que j'étais encore serveur quand je suis arrivé ici en Suisse, donc sans diplôme. J'étais arrivé dans un restaurant et j'étais déjà très bon serveur. J'ai fait le Tignes, les Deux Alpes, Montpellier, donc j'avais quand même de l'expérience dans des stations balnéaires, des endroits sans voie. Je me considérais comme très bon serveur. Je suis arrivé dans le premier établissement, j'ai dit OK. Donc j'étais en train de regarder un tuto comment déboucher les bouteilles de vin en mode hôtelier plus, que j'ai fait l'école hôtelière en cuisine et pas en salle. Je regardais les tutos parce qu'en fait le niveau le plus mauvais de l'établissement, c'était l'excellence qu'on avait en France. Et là, d'un coup, tu te prends une tarte, tu te dis, ok, d'accord. Donc là, en fait, les gens, ils sont là pour être bons, en fait. C'est pas, ils sont juste là pour exécuter. Ils sont là pour aller vers l'excellence. Et je pense que c'est le gros tri de la Suisse aussi, c'est que ceux qui viennent pour se plaindre, en général, ils font pas long feu sur le territoire. Ils ont très vite une très mauvaise réputation et ils repartent à la vitesse de la lumière. C'est très, très, très vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que quand tu viens sur le territoire, il y a cette sélection naturelle qui va se faire. Où effectivement, si tu es venu pour bosser, pour apprendre et pour monter en compétences, tu es au meilleur endroit. Ouais. Si tu es venu pour profiter d'un système, alors là, par contre, tu n'y es pas du tout. Pour profiter du système, il faut rester côté France. Là, on est vraiment là, comme tu l'as dit, pour monter en Mhm. compétences et se stimuler professionnellement. Si tu es bon dans ton domaine, que tu sois virable ou pas du jour au lendemain, j'ai envie de te dire, c'est un sujet qui t'impacte pas du tout parce que si tu es bon, bah, tu sais que tu as aussi une très belle valeur sur le marché de Bien sûr. l'emploi. Et puis les gens, ils virent pas les gens. On vire pas les bons. J'ai Ah une oui. boîte, je vais pas virer mes meilleurs vendeurs, je vais pas me virer mes meilleurs conseillers. C'est pas possible. Mais c'est clair, c'est clair. Par contre, c'est sûr que le mec qui arrive jamais à l'heure,
surtout que la ponctualité en Suisse, qui arrive toujours en mode je râle, mais en France, on faisait comme ça aussi, la phrase qu'ils détestent. Nous, en France, on faisait comme ça. Oui, mais là, maintenant, t'es en Suisse, t'es plus en France. T'es là pour t'intégrer et voir comment on fait. Oui, on prend la main-d'œuvre étrangère parce qu'on va avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour certains domaines. Maintenant, t'es là pour t'intégrer et non t'imposer. Mm. Donc, mais je pense que la Suisse, c'est un beau filtre là-dessus. Ouais, franchement, et puis comme on l'a dit, c'est un beau filtre, ce qui veut dire qu'après, ben, c'est hyper agréable de travailler en Suisse finalement. Parce que ce truc de devoir bosser une fois et demie de plus pour rattraper celui qui est pas virable, ben ça n'existe pas. Tout le monde se donne à 200%. C'est super génial, franchement. Tu t'éclates en plus quand t'aimes bien ton métier, t'es au meilleur endroit. Ah, je trouve. Et du coup, alors, comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pour ton arrivée? Parce que ton frère t'a donné envie. Eh bien, je vais dire que ça a été l'ouvreur de porte. Ok. Il a entrouvert la porte, ça a ouvert aussi le débat dans les discussions familiales aussi, forcément. Donc j'ai commencé par venir à le rejoindre. On s'est pris un logement en colocation à la frontière. Ok. Moi, ça me permettait d'être sur place, d'aller postuler, mais en face à face et de récolter un maximum de retours des différentes agences de placement, etc. Discuter avec eux, quels sont les profils recherchés. Est-ce que moi déjà j'ai un bon profil ou pas? Parce que tu sais, quand tu te fais rabaisser constamment professionnellement par tes supérieurs ou par certains d'entre eux, bah, du coup, tu as cette remise en question. Et toujours quand tu es sur une transition professionnelle, tu as cette remise en question parce que tu n'as pas de visibilité. Donc, quand j'arrive dans un contexte, on est fin 2020, début 2021. Ok. Donc, post-Covid. Et Ouais. encore, on est encore un petit peu dedans à cette époque-là. Mais c'est même pas le Covid finalement qui m'impactait le plus. Et à cette époque-là, je ne m'en rendais pas encore compte. C'est qu'en fait, UBS venait de se faire coincer pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. En fait, Ok. ils envoyaient des conseillers faire des soirées privées en France pour récolter, faire de ce qu'on appelle de la collecte, de l'épargne, quoi, finalement. Collecter de l'épargne de personnes fortunées en France à leur dire, bah, venez en Suisse, Non, il y a le secret bancaire qui est totalement opaque, etc., etc. Donc eux, ils se sont fait attraper en 2019. Donc quand j'arrive, l'affaire, elle est en cours. Donc moi, j'arrive, bon français avec mon diplôme, etc. Bonjour, je suis français, j'aimerais travailler en banque. On me dit non, non, cette année, les Français ont réduit un petit peu le ouais. recrutement. Donc moi, j'arrive dans ce contexte-là, niveau bancaire. Donc, les premiers retours que j'ai des agences de placement avec qui j'échange, effectivement, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est pas la meilleure année pour pouvoir s'insérer professionnellement en banque. Par contre, c'est pas du tout le cas en assurance. J'arrive à cette époque-là, tu peux démarrer en tant que intermédiaire en assurance. On est en début 2021. T'as pas l'obligation d'avoir quelconque diplôme quand tu arrives. Donc le format qui se faisait beaucoup à cette époque-là, c'était recrutement, formation métier qui pouvait durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et ensuite tu étais balancé sur le terrain avec un manager qui te prenait avec lui, qui te montrait Il y en aussi a même, pendant c'était un mois de quelques plus. jours. Ouais. Ouais, des fois c'était grave. Ah, moi, je sais que quand je suis rentré au cabinet, j'ai fait la rencontre de presque 20 ou 25 cabinets avant. Bah, d'ailleurs, je les ai toujours dans mon réseau, donc ça, c'est cool. Mais 20, 25, et j'avais choisi justement Prométhée par rapport au fait qu'il y avait une formation en interne déjà depuis d'un mois. Et après, tu avais la partie conseiller, mais avec des formations, bah, de toute façon, t'en Ah, ils parleras sont un peu bons, ouais. plus. Mais on a les formations toutes les semaines par tous les partenaires. Et je les avais choisis pour ça. Parce que justement, il y en a d'autres, ils disaient bah, tu restes 3 jours avec un conseiller et puis c'est bon, t'es courtier. Mais les gars, peut-être pas quand même. Mais du coup, vas-y. Et donc, toi, t'arrives à cet âge d'or un petit peu. C'est ouais, comme tu dis, cet âge d'or de l'intermédiaire en assurance, où effectivement c'est très peu réglementé. C'est un peu un âge d'or, oui et non. C'était aussi difficile pour une autre raison, parce que finalement, il n'y avait pas finalement assez de tri naturel sur ce métier. Donc tu avais, comme tu l'as très bien dit, des cabinets qui avaient un niveau d'exigence au recrutement qui était quasi inexistant, un délai de formation qui était très très faible, et qui du coup mettait sur le marché des intermédiaires en assurance avec un niveau de qualité de conseil qui était très bas. Et c'était pas leur faute à eux, c'est juste que ils ont fait confiance à une structure qui les a pas mis dans la meilleure configuration possible pour apporter une bonne qualité de travail. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvais concurrent. Un mauvais concurrent, c'est quelqu'un qui va faire honte à la profession. Je te donne un exemple tout bête. Si demain tu vas au médecin, tu lui dis voilà, j'ai été malade il y a 6 mois, le médecin que j'ai vu à l'époque m'a prescrit ce médicament-là, j'ai la même maladie, qu'est-ce que vous me prescrivez? Si le nouveau médecin te dit non, non, il faut pas l'écouter, ce médicament il sert à rien, il faut pas écouter tous les médecins, écoutez-moi, c'est moi qui ai raison, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à douter de tous les médecins après. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce qu'il vient de faire, lui, il n'a pas critiqué son concurrent, il a critiqué sa propre profession.
Tu comprends? Et c'est la même chose avec le métier d'intermédiaire en assurance. Si tu as des concurrents qui font n'importe quoi, qui arnaquent des clients, même si c'est pas tes clients à toi, ils sont en train d'impacter la confiance qu'il peut y avoir dans le métier d'intermédiaire en assurance. Et malheureusement, c'est ce qui se passait à cette époque-là. C'est ce qui se passe, par exemple, dans mon milieu, c'est ce qui se passe dans le milieu de la formation et de l'accompagnement, sur les réseaux notamment. Bah, il y en a certains qui ont fait n'importe quoi Mm. et qui n'ont pas délivré. Et du coup, bah, il y a beaucoup d'appréhension au niveau du client sur toutes les personnes qui proposent des formations, alors que la base même de se former est essentielle pour toute personne. Oui. Mais ça peut nuire, du moins les gens peuvent nuire littéralement à l'image globale du secteur. Oui, totalement, totalement. J'avais vu une stat qui disait 45% des personnes envisagent de changer de métier dans les 5 prochaines années. Mm. Ce qui est quand même une statistique qui est quand même importante Mhm. et qui est réelle aussi par rapport aux nouvelles générations qui arrivent. Aujourd'hui, un jeune de 20 à 25 ans va lui faire accepter qu'il va faire le même métier pendant 40 ans d'affilée. Ça devient de plus en plus rare. Et j'ai envie de te dire qu'ils ont raison, finalement, dans un sens, tu vois. Nos parents, c'est pas la même génération, c'est pas le même contexte. Ah oui, il Nos parle en parents, carrière. voilà, nos parents, c'était un contexte professionnel qui était très compliqué, c'était très difficile. Ne serait-ce qu'une famille où tu as les deux parents qui travaillent, quand moi j'étais petit en primaire, tu trouvais une famille où les deux parents travaillent, c'était rare, Mhm. tu vois. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur le marché de l'emploi, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui recrutent. Donc quelqu'un qui veut changer de métier tous les 5 ans, techniquement, il peut, tu vois. Donc, il y a un petit peu tout ça qui va rentrer dans ce contexte-là. Mais en même temps, c'est une bonne chose que pour le métier d'intermédiaire en assurance, que cette année, le diplôme, le certificat d'intermédiaire en assurance SAFA soit devenu obligatoire. Mhm. Ce qui veut dire que là, en 2026, on aura sur le marché des intermédiaires en assurance que des personnes qui sont certifiées, qui sont diplômées et qui, du coup, maîtrisent leur métier. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça peut faire que du bien aux clients, mais Ah, aussi moi, à la confiance envers la profession. Moi, je trouve aussi que ça va monter le niveau des conseillers. Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Après, je préviens aussi les clients qu'il faut quand même toujours bien sélectionner leurs conseillers parce que, notamment pour la prévoyance ou pour le deuxième pilier, bah, les placements, c'est lié à des fonds. Et il y a encore une lacune sur l'AFA, c'est que les conseillers investissent dans des fonds avec les clients, bah, c'est pourquoi moi je sélectionne vraiment deux conseillers spécifiques, mais on fait investir dans des fonds, mais à moins de se former nous-mêmes en autodidacte ou dans les cabinets, bah, il y a des cabinets qui parlent jamais de fonds et les clients, le conseiller va faire investir là-dedans. Mm. Donc il y a quand même une part d'apprentissage autodidacte ou via le cabinet qui est importante même après être diplômé. Oui, sur la partie finance, c'est vrai que dans la nouvelle disposition de l'AFA, il y a de plus en plus des questions qui sont en lien avec justement les différents fonds de placement, les actions, les obligations. Ah, dans l'AFA, ils De, en ont. de plus en plus, mais Ok, je suis d'accord avec toi, pas encore assez. ok. Pas encore assez. Après, je pense qu'il y a aussi une volonté de laisser à César ce qui est à César avec l'IAF. Oui, Pour les personnes qui veulent aller plus sur une carrière tournée finance, banque, l'IAF sera plus pertinent bien sûr, bien que sûr. l'AFA, mais c'est quand même un cran au-dessus en termes de difficulté aussi. Bien sûr. Après, non, je parlais vraiment en termes de, bah, on touche des choses qu'il faut apprendre à côté. Donc, on prend 100 conseillers, il y en aura 100 qui seront diplômés maintenant. Donc, on a quand même x2, x3 le niveau Mm. de qualité. Mais On peut les faire mieux. clients, ouais, le client fait faire la part soit de l'IAF, Mm. soit de quelqu'un qui se forme là-dedans et qui continue d'apprendre la gestion des fonds. En tout cas, s'il fait investir son client. Oui, 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 tu vois, je suis totalement d'accord avec toi. Mais, Il y a encore cette marge de mm, progression vers la partie finance qui est quand même sur les fonds de placement un domaine qui est même bien particulier, bien ouais, bien spécifique. Il sûr, faut s'y connaître un petit peu. bien sûr, bien sûr. Après, tu sais, le marché, moi, je l'ai vu changer aussi. Hein, si on parle par exemple du marché de l'assurance vie, où Mhm, effectivement, on va retrouver des fonds de placement à l'intérieur. mhm. Quand j'ai commencé en tout début 2021, tu parlais d'action à quelqu'un, tu lui parlais de bourse, mais il te raccrochait au téléphone, il fermait la porte, terminé, tu parles plus avec lui. Ensuite, le Bitcoin est arrivé. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, tu peux très bien parler d'actions, de plus-value, de dividendes, de crypto-monnaies différentes, de plein de choses comme ça. Tu peux même parler de shorter des actions avec un plombier, un mécanicien, avec, je dis n'importe quoi, un menuisier. Aucun manque de respect envers ces professions Bien qui sont sûr. toutes honorables. Hein. Demande-moi de changer une tuyauterie, Mm. je te le déconseille, hein, vraiment, ne Moi, j'ai compte pas sur peint, moi. j'ai fait la peinture, laisse tomber. Voilà, c'est des métiers qui sont à part entière, qui sont quand même très loin de ça. Mais ce sont quand même ces personnes-là, de plus en plus des personnes qui sont investisseurs. Mhm. Et du coup, tu te retrouves à avoir des échanges avec des clients qui sont pas
aujourd'hui dans ce domaine-là, en tout cas officiellement sur leur contrat de travail, mais finalement qui sont quand même très avertis, très alertes sur le sujet. Donc, mine de rien, comme on le disait tout à l'heure, cette augmentation de la qualité même, du coup de tes concurrents aussi, mais aussi de tes clients, fait que toi aussi tu commences à monter en gamme parce vrai. que si tu veux tenir ces conversations avec ces clients-là, tu es obligé de te former. Ah ouais, et puis il y a des clients, ils sont pointus, hein. Moi, je sais, quand j'étais rentré au cabinet, je me suis déjà fait, je me suis pris des clients de PwC. Genre, le mec, il avait déjà le niveau. Il connaissait rien en particulier, mais par contre, au niveau financier, il était très très lourd. Et si tu tiens pas de discussion, tu perds le client, en fait. Et Ni quand plus ni tu sais tenir la discussion, ça reste les meilleures moins. Ouais, discussions que tu as dans le ouais, domaine. C'est super très très intéressant. enrichissant. Certains clients peuvent t'apprendre certaines choses. Et moi, j'arrive chez un client, il éteint sa télé parce qu'en fait, on voyait qu'il était en train de miner. Ok, Av- Avec sa Play. Avec ok. sa PlayStation, il était en train de miner dans son salon. Il disait, bah, je suis pas en train de jouer, donc j'ai mis un truc pour que ça mine, quoi. C'est génial. Ouais, Puis de tu ouf. dis, mais ok, mais ça vous coûte pas trop cher en électricité. Il me dit, non, mais j'ai des panneaux électriques en haut. Magnifique. Des panneaux solaires. Mais c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses où tu arrives à discuter avec eux quand effectivement tu t'es un petit peu renseigné, que tu te formes un petit peu. Je vais te donner un autre exemple d'éléments où tu dois te former quand même. Moi, je sors d'un master, j'ai commencé à travailler en banque. Ok. Ok. Jusque-là, pas de souci. Tu dis, bon, nickel, il a fait 5 ans d'études dans son domaine, donc il maîtrise son sujet. Mais en face de moi, quand j'avais les premiers clients que j'arrivais qui me demandaient un prêt immobilier, ils me disaient, à votre avis, monsieur, est-ce que je dois emprunter en nom propre ou créer une SCI? Ouais, t'avais pas maîtrisé encore tous les. Ah, en banque, on t'apprend pas à ça. En banque, quand on te forme sur le métier, on t'apprend à monter le dossier de prêt. Ouais. On t'apprend pas à faire le conseil fiscal derrière, ni même ne serait-ce que à lui expliquer les différences que ça va avoir comptablement. Pourtant, on est sur des choses qui sont très basiques, hein. Tu poses cette question à quelqu'un qui a un doctorat en expertise comptable, il rigole. Pour lui, c'est du niveau bac plus 2, bac plus 3, pas plus, quoi. Tu vois? Donc, pareil, c'était la même chose. Quand j'étais à cette époque-là au Crédit Agricole, j'ai pas perdu mon heure de route au début, mon heure de route à la fin, comme on en parlait tout à l'heure. Pendant 1 heure, je faisais tourner des podcasts, des vidéos, je me payais de ma poche des formations en immobilier et je faisais tourner ça sur mon temps de trajet pour me former parce que c'était quelque chose de très frustrant. Quand tu veux bien faire ton métier, il y a des sujets comme ça, tu as besoin de maîtriser. Tu n'en as pas besoin pour décrocher le job, mais une fois que tu l'as, si tu veux continuer à vraiment prendre du plaisir dans ton métier, il faut que tu le fasses. Il faut pas que tu le perdes ce temps-là. De toute façon, je pense que c'est là où il y en a beaucoup qui se plantent, c'est que quand ils sortent de master ou quoi, ils croient que tout est validé. Donc du coup, ils arrêtent leur acquis à partir du master. Et c'est là où je retrouve beaucoup au niveau de la trentaine une grande différence où, du coup, moi, mes clients principaux, c'est des masters, c'est des bachelors, parce que, au final, il y en a qui arrêtent après les études, mais ok, mais la vie, elle commence juste après cette étude. Donc il y a toute une vie à vivre, à apprendre. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut finir bien plus intellect que quelqu'un qui a un double master qui a arrêté après les études. Parce qu'il y en a un, il aura appris pendant 10, 15, 20 ans, alors que l'autre aura appris 5 années d'études, du moins 5, 10 ans d'années d'études face à 20, 30 ans sur une vie. Je suis 100% d'accord. Tu peux prendre l'exemple avec le fait de conduire. C'est pas parce que tu as ton permis de conduire que tu Exactement. sais conduire. Quand Exact. tu regardes, il y en a beaucoup qui, dans les 3 premiers mois, font un accident. Mhm. Tu vois. Par contre, c'est comme tu l'as dit, à partir du moment où tu as ce permis, tu as toute une vie qui démarre où là, tu vas commencer à conduire vraiment tout seul, à apprendre, à te poser les vraies questions, à te créer les vrais réflexes quand tu as un imprévu sur la route que tu n'as jamais eu quand tu étais en auto-école. Tu vois. Tu as même des personnes qui vont aller encore plus loin, ils vont aller courir des voitures de sport, enfin, piloter pardon, des voitures de sport sur des pistes de Ouais, course, c'est non, génial, quoi, tu tout- vois. Tu as tout ce monde d'après, comme tu l'as dit. Et ça, c'est une erreur de se reposer sur ses acquis qu'on retrouve aussi en entreprise ou dans des investissements. ouais, Tu penses que tout va bien, que tout fonctionne bien, tu te reposes sur tes acquis, mais en fait, le marché est en train d'évoluer et toi, tu es en train de stagner. Donc, tu es en train de prendre du retard finalement. Tout totalement. comme quand tu investis ton argent, si tu n'investis pas ton argent, tu le laisses sous le matelas. Tu Tu prends dis, l'inflation. tu dis c'est génial, mais en fait, le marché il évolue, l'inflation est en train de te manger, et donc ton pouvoir d'achat diminue. Même fonctionnement partout. Ouais, tu perds du capital. C'est ça. Et après, pour revenir un petit peu sur ton histoire, donc tu es arrivé en Suisse, tu as commencé à travailler pendant ce changement. Et qu'est-ce que tu es resté conseiller? Tu as exercé en tant que conseiller pendant combien de temps? En fait, moi, quand j'ai quitté le Crédit Agricole, à l'époque, j'avais comme objectif de devenir manager, donc directeur d'agence adjoint, Ok, avant mes 30 ans. ok, J'arrive à l'époque, on est en 2021, donc 2021, j'ai à cette époque-là 26 ans. ok. J'arrive en 2021, j'ai 26 ans et je viens toujours avec ce même objectif d'essayer de passer manager avant mes 30 ans.
Ça se passe super bien, je performe, je travaille du coup finalement avec mon frère, qui lui se retrouve, si on peut dire, côté setting, setter, et moi qui me retrouve au closing, donc à recevoir les clients et à closer. Donc ça se passe super bien, on s'éclate tous les deux. Je passe du coup après manager 1 an après. Ok. Tout se passe super bien. Pareil, on est en Suisse. Moi, je suis habitué au modèle français où tu mets 50, 10 ans avant d'avoir ne serait-ce qu'une petite promotion. Là, non, tu performes très bien. Ben, on te donne les clés limite de la boîte, quoi, tu vois. Donc je passe manager, je fais du recrutement, je monte mon équipe de conseillers, ça se passe super bien aussi. J'ai à ce moment-là un concurrent qui vient me démarcher, donc ils prennent rendez-vous avec moi en se faisant passer pour un client. Mhm. Ils m'avaient écrit un peu sur LinkedIn, je leur disais non, je leur disais non. Ils se font passer pour un client, ils me font une offre tellement alléchante que je peux pas refuser. Donc je quitte mon employeur de l'époque, on monte une société, d'abord en tant que franchisé, ensuite on se devient indépendant pour de multiples raisons. Et puis finalement, on finit par revendre la structure à un de nos managers, justement, qui avait cette ambition de reprendre les rênes derrière. Il était là dès le départ quasiment de la création de la nouvelle boîte. Donc c'était logique qu'on lui remette les clés après. Et puis pour ma part, en fait, ce qui a déclenché cette envie de lâcher cette société, de la céder, c'est que en parallèle, j'ai eu une ancienne collègue du Crédit Agricole qui m'a demandé de la remplacer en tant que prof à l'IAE de Grenoble. Ok. Donc elle me dit j'ai besoin juste 1 an parce que cette année je peux pas pour des raisons de planning. Prends-moi le cours 1 an et à la fin d'1 an je le reprends. Je lui dis ok, pas de problème. Donc je me retrouve à prendre son relais. Je bâtis le cours de A à Z. Je me dis c'est reste une compétence à apprendre de savoir créer un cours, tu vois. Donc je fais ça, je bâtis le cours, donc je deviens prof de droit des affaires et droit social à l'IAE de Grenoble. J'ai des classes en grande distrie, en banque assurance, licence banque assurance. Ok. Je m'éclate, je prends un plaisir fou. J'ai beaucoup de respect qui m'est retourné de la part des étudiants. Ils me posent des questions, que ce soit sur le cours, mais aussi sur les expériences en dehors. C'est pour ça que, mais moi, en tant qu'étudiant, j'aimais beaucoup avoir des intervenants qui étaient professionnels. Je m'éclate vraiment là-dedans. Et en même temps, je donnais aussi les cours pour obtenir le certificat d'intermédiaire en assurance AFA à mes agents. Ok. On savait que ça allait devenir Ouais, bien obligatoire, sûr, donc bien on sûr. avait anticipé et on le faisait. Ouais, tu commences les quoi. J'avais déjà bâti le cours à ce moment-là, ça me permettait en même temps de le tester avec eux, de le faire monter en qualité aussi. Et finalement, je me découvre une passion pour l'enseignement. Alors j'ai envie de te dire une passion presque héréditaire parce que la moitié de ma famille en fait est prof. Ok. Donc au final, je me dis, bon, quand je leur ai annoncé qu'on lançait l'activité, ils ont dit, oh non, on n'en Encore. avait pas besoin, encore un donneur de leçons, tu vois. Ouais, mais je pense que le plaisir de transmettre, parce que bah, moi je le vois déjà, que ce soit en finance ou en accompagnement pour l'employabilité, mais le plaisir de transmettre, le plaisir de voir des résultats, quand dans mon Canal School, les gens ils disent j'ai trouvé mon premier emploi, etc. Bah, tu sais qu'à chaque impact, tu changes la vie. Le mec qui passe son AFA, bah, tu lui as fait toute sa reconversion, parce que bah, en réalité, ce diplôme lui permet vraiment de changer littéralement tout son parcours. Par la suite, même qu'il était boueur, on s'en fout, il peut changer drastiquement. Et je pense que bah, ce plaisir des résultats, on y prend vite goût en fait. Vraiment, c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup animé quand on a lancé l'activité justement de formation AFA. Ça faisait déjà un peu plus de 6 mois que je donnais ce cours-là. Donc maintenant, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je le fais. Aucun problème, j'ai beaucoup de retours, de très bons retours là-dessus, parce que j'ai été très exigeant envers moi-même. Et effectivement, je voulais pas m'arrêter à juste vendre le cours et puis après les laisser se débrouiller. Derrière, on a vraiment tout le suivi qu'on va apporter à déjà valider le fait qu'il ait bien obtenu l'AFA et qu'il ne nous réduit pas ce taux de réussite qui est vraiment notre marque de fabrique. Et derrière, le poste diplôme qui va être l'insertion professionnelle. Donc là, aujourd'hui, réellement, j'ai une personne qui a pas encore fini de valider son AFA, mais qui a déjà eu une embauche auprès d'un assureur. Je sais pas si on peut citer le nom, C'est sûr, on peut. qui vient de se faire embaucher par AXA. Ok. Tu vois? Donc ce qui est génial. Et moi, ça me fait super plaisir, c'est hyper gratifiant. Ah bah, Comme demain, n'importe quel conseiller qui va conseiller un placement à son client et qui lui rapporte de l'argent, ben, il va être super content de ce qu'il a fait. mhm. Tu vois? Un maçon qui va construire une belle maison, il va la prendre en photo, il va être content, il va la montrer à sa famille, la maison. Ben là, c'est un petit peu pareil. Donc, comme tu l'as très bien dit, ce post-diplôme, voir cette insertion professionnelle, les accompagner jusque-là, c'est génial. Et je me suis retrouvé en fait finalement vis-à-vis de mes concurrents à être quasiment le seul à pousser le suivi jusque-là. Ouais, à faire vraiment
la formation dans un premier lieu et dans un second lieu, le placement de ces candidats. C'est ça. Et en fait, finalement, c'est totalement logique parce que moi, je me retrouve à être une école qui va former les gens à obtenir un diplôme qui est obligatoire aujourd'hui en assurance. Donc derrière, j'ai aussi la confiance de beaucoup de recruteurs, beaucoup d'employeurs en assurance en Suisse, que ce soit des cabinets de courtage ou des assureurs, des compagnies, etc., qui vont nous faire confiance pour leur apporter des profils qui sont qualifiés. En plus, je suis un ancien de ce métier-là, donc dans la formation AFA, je leur donne des cas réels, des vrais exemples pour que ce soit vraiment parlant et qu'ils sachent demain, lors de leur prise de poste, comment appliquer ce qu'ils viennent d'apprendre aujourd'hui pour leur diplôme, comment l'appliquer dans le quotidien. Donc ça, tu as toujours des questions, des personnes qui vont te poser des questions sur comment est-ce que ça se passe, mais concrètement, il y a des personnes qui ont besoin de cette partie concrète, finalement, cette vraie expérience terrain pour rendre réel ce qu'ils viennent d'apprendre en théorie, tu vois, ce qui est totalement logique. Mais pour parler un petit peu, parce que du coup, tu as travaillé en France, en Suisse, avant de repasser sur l'entrepreneuriat, mais en France, en Suisse, si tu, moi, si tu peux en parler, quel type de salaire tu avais eu avant et qu'est-ce que tu as eu en passant la frontière ou qu'est-ce que tu as pu voir dans ce secteur d'activité? Je Bon, peux en parler réellement. Et je pense pas être un cas exceptionnel. Je pense que ça va être très parlant pour beaucoup de monde. Lorsque j'étais en banque, quand je suis sorti de mon master, je t'avais dit, j'ai eu le poste à l'accueil. Ils m'ont mhm, demandé de faire mes preuves dès le départ. À ce moment-là, je perçois 1600 euros net. ok, Sortie de master, 1600 euros net. Moi, j'ai une pression énorme qui me dit plus je reste à ce poste-là, plus je suis en train de tuer mon niveau de diplôme. Ok. Je l'accepte quand même. Ensuite, je passe conseiller pro. Donc là, tu dis, ok, mon salaire, il a dû faire x2. Pas du tout. Je suis passé à 1800 euros. ok. Ensuite, le fameux concours pour augmenter mon salaire hyper dur, je passe à 1900 euros. Ok. Alors, quand tu comptes les primes, etc., euh, en brut, j'étais à peu près à 33 000, 36 000 euros. Ok. Ce qui est quand même très bas. On est encore en dessous du SMIC suisse, quoi. Ouais, bah, Tu vois. totalement. Quand j'arrive ensuite en Suisse, au départ, je suis intermédiaire en assurance. Euh, on m'explique que il y a toute une grille de salaire et c'est un poste qui est intégralement à la commission. Mhm. Moi, j'arrive, je suis confiant dans mes compétences et dans le goût que j'ai à être sur le terrain, à commercialiser, à conseiller des clients, à être en clientèle. Sauf que on est en Suisse. Là, je me retrouve avec des collègues au boulot qui sont 10 fois plus forts que moi, alors que j'avais l'habitude d'être dans les meilleurs avant. Ouais. Magnifique, parce qu'on m'apprend. On me montre comment faire. J'apprends des nouvelles méthodes de vente, utiliser un paperboard pour schématiser, vulgariser des choses qui sont très compliquées, mais les rendre très simples pour des clients. Je l'apprends à ce moment-là. Donc je me vois me développer commercialement dans mes compétences. Magnifique. Mais je vois aussi mon salaire évoluer. Mais à une vitesse folle. Là où j'avais toujours 1 heure, 2 heures de travail supplémentaire dans mes journées, je faisais des journées folles à l'époque, j'ai gardé ce même rythme-là quand je suis venu en Suisse. Je suis passé de 33 000, 36 000 de revenus bruts à l'année, commission, prime, tout compris, ok? Un salaire à 5 chiffres Ok. à l'année. Tu comprends? L'année où je quitte mon employeur, donc littéralement l'année d'après, hein. Je quitte mon employeur en septembre. De janvier à septembre, j'ai fait 120 000 francs de revenus bruts. Ok. L'année n'est pas encore terminée. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, finalement, ton niveau, ton niveau de, comment dire, ce qui est standardisé finalement dans ton regard, il évolue à ce Ah ouais. moment-là. Je vais même te dire, les premiers mois, je me confronte à un symptôme, syndrome tout nouveau pour moi, c'est le syndrome de l'imposteur. Je me retrouve avec finalement un travail qui me paye 3, 4 fois plus, tu vois, avec pas plus de travail, finalement. Donc là, je me retrouve à me dire, mais est-ce que j'étais dans le faux toute ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas venu avant? Tu vois, plein de choses comme ça. Ouais, j'ai Donc vécu voilà ça. l'évolution qu'il y a eu. Alors attention, hein, ce sera pas forcément le cas de tout le monde, hein, c'est pas forcément le cas dans tous les métiers aussi, Non, il y a certaines mais ça a été mon exceptions, cas. mais il y a quand même des belles hausses, parce que bah, moi, je sais que j'étais en France à cette époque-là sur l'hôtellerie, parce que bah, moi, mon match, il s'est fait là. J'étais à 1008 pour 35 heures. J'avais réussi donc à 25 ans. Je suis arrivé en Suisse. Dans les premiers revenus, j'ai pris quasiment avec les pourboires, j'étais à 5 6 000. Donc, Et encore, hein, tu faisais pas partie des mieux payés, hein. non. Tu Non, vois non, ce que bah je veux là, j'ai dire? appris encore hier un gros serveur qui prend à peu près 10K.
Oui, ça m'étonne pas, hein. Il prend Ouais. avec tips confondus, il est à 10K quasiment net. En fonction Euh, de la réputation et de la qualité de service de son Bien employeur, sûr. effectivement, c'est totalement Et cohérent. donc, au final, bah, on arrive, on voit ça, on se dit, mais non, c'est pas possible, ça recrute plus. Oui, mais il y a tous les ans plus de permis, il y a tous les ans plus de gens qui arrivent, on le voit. Si on tape sur Internet Mm. le nombre de frontaliers, le nombre de permis, on dit qu'on est en train de tout exploser. Les tribunes de Genève qui disent qu'on va doubler le nombre de frontaliers. Donc, en réalité, il y a l'opportunité. C'est juste, par contre, pour l'intégrer, il y a quand même un aspect où c'est beaucoup plus concurrentiel. Et le taux d'exigence, les gens ils disent, ah bah si, moi j'envoie mon CV World, ça va passer. Non, mec, ici, il y a tout le monde qui a fait un effort de faire des belles candidatures, des belles postulations. Il y en a qui vont arriver avec des lettres de recommandation. Le niveau est nettement au-dessus. Donc, quand tu arrives comme un touriste, bah, généralement, tu te heurtes au système ATS, tu te heurtes au marché où ils voient ton Word, ils voient un truc super bien fait. Bah non, mec, toi, tu fais pas l'effort. Il y en a un qui va le faire à ta place, par contre. Et j'ai même envie de dire, ils ont tellement l'habitude de voir justement ces CV super bien faits que ton Word, ils ont même pas besoin de le comparer. Il arrive, il repart. Donc ça c'est réel. Mais c'est hyper important ce que tu dis et c'est hyper important de le dire parce que quand tu nuances pas avec ça, qui est une réalité et qui rend tout ça logique, ben forcément tu as l'impression que c'est irréel et ça peut en choquer certains. Mais toi aujourd'hui, ça fait plusieurs années que tu es dans le Mhm. secteur géographiquement. Moi aussi. Là, ce qu'on est en train de dire, on le dit pas au hasard. Hmm. On le dit parce qu'on l'a vécu, parce qu'on le voit tous les jours et qu'on voit tout notre entourage qui est dans le secteur le vivre aussi. Mais tu peux très bien retrouver ici dans les commentaires Mister Yugataga du 9-4 qui va dire c'est pas vrai, c'est faux, et tu vas avoir trois gonzes qui vont le croire. Mhm. Tu vois, alors que le mec c'est un random et il sait pas de quoi il parle. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même important de s'appuyer sur des éléments qui sont vrais, que la personne qui le dit, que ce soit pas n'importe qui le dise aussi. Tu vois, Ouais. nous on peut tout vérifier. Tu peux aller sur mon LinkedIn, tu peux tout voir. Tu vas voir mon parcours, tu vas voir toutes mes relations, tu vas voir ce que je publie, les réussites de mes apprenants, tu vois tout et c'est pas quelque chose qui est nouveau. Tu vas pas avoir 3 jours juste que j'ai fait instant des faux avis, des faux trucs. Non, Par exemple, tu si le tu vas vois. sur mon groupe Facebook, un point que tu vas pouvoir très bien rebondir aussi, vu qu'on a le même secteur d'activité. Mais sur mon groupe Facebook, tout le monde qui dit être frontalier, c'est pas rentable. Parce que les impôts, parce que la retraite, je l'attendais celle-là. Parce que la retraite, c'est pas intéressant la retraite, c'est pas intéressant les impôts, on paye plus d'impôts. Et, et du coup, tu cotises pas pour la retraite, du moins, il n'y a rien qui est gagnant. Eh Qu'est-ce ben, que. ce que je vais te répondre à ça, c'est que c'est les mêmes types de personnes qui vont te dire j'ai refusé une augmentation que m'a proposé mon employeur parce que j'allais augmenter de tranche d'impôt. Ouais. Tu l'as forcément eu ce type de client. Mais, N'importe quoi. Tu vas augmenter un taux d'impôt seulement sur l'augmentation que tu as eue. hmm, Donc finalement, ben, que tu payes 20% de 1000 ou 30% d'un million, tu vas bien accepter les 30% de bah payer les ouais. 30% d'un million, premièrement. Deuxièmement, euh, sur un salaire bas, du point de vue de la Suisse, un salaire bas, le taux d'imposition en France sera plus intéressant. Tu vois, quelqu'un qui touche 10 000, il payera. Et encore, je te dis ça, je suis même très très gentil en disant ça, et je fais des très gros raccourcis. Ah, tu parles 10 000 à l'année. 10 Attends. 000 à Ouais, l'année, ouais, ouais. quelqu'un qui touche, allez, même 20 000 à l'année, il payera moins d'impôts en France qu'en Suisse. Oui, bah c'est Ok? normal, parce qu'on paye quasiment rien en France. Ouais, mais avec 20 000, je veux dire, t'es à la moitié du SMIC en Ah, bah, Suisse. ouais, oui, Mais bien sûr. par contre, quand tu vas avoir deux personnes qui vont en toucher 80 000, en France et en Suisse, il payera beaucoup moins d'impôts en Suisse. Mm. Donc, c'est à nuancer déjà premièrement. Et surtout, ce qui me fait rire là-dedans dans l'imposition, c'est que bon, moi, je trouve qu'on paye moins d'impôts plutôt en Suisse, et on a plus de Totalement. jeux là-dessus. Totalement. Mais en plus de ça, au pire des cas, si on est dans le canton de Vaud, on est imposé comme tous les citoyens français. Mm. Donc, il n'y a même pas un changement sur l'imposition. C'est soit on est comme tous les Français, avec des plus gros revenus, soit on est moins imposé, on va dire, d'une manière générale, parce qu'on n'est jamais payé 20 000, du C'est très moins. bien résumé. Et donc, les gens, déjà, ils arrivent avec cette. Non, les impôts, on paye pas plus. Et la retraite. Bah, On a moins de retraite en non. Suisse? Alors, est-ce qu'on a moins de retraite en Suisse? Je vais te dire, tu auras de base et de manière minimum légale un pourcentage de ton revenu qui sera plus bas. Mais attention, à nuancer quand même. Du coup, est-ce que tu aurais un exemple d'une retraite peut-être en France qu'on pourrait comparer par la suite à... Oui, je peux te faire l'exemple d'un client que j'ai vraiment eu, à qui j'ai vraiment monté le dossier de retraite côté France. C'est une personne qui est venue s'installer en France, il y avait 35 ans à peu près. Ok. Donc finalement, il n'a pas une très petite partie de sa carrière en France. Au contraire, il a peut-être même 2 tiers de sa carrière en France. Cette personne-là, il se retrouve avec sa retraite de base, on est entre 360 et 380 euros par mois. Tu te rends compte à quel point on est bas? Comment est-ce que tu veux comparer ça avec une retraite suisse?
C'est impossible. Et puis, après, tu rentres dans d'autres demandes. Tu commences à demander des minimums vieillesse, etc. Mais à tout casser, la personne, elle est ressortie à même pas 1000 euros par mois. Tu vois? Donc, c'est très facile de faire mieux que ça. En fait, tu as un pays qui a accepté et a vu venir l'évolution démographique beaucoup plus tôt que la France. Mhm. Depuis Jacques Chirac, les présidents en France, ils essayent de mettre, mais peut-être même avant, ils essayent de mettre en place, de rénover le système de retraite. Ils n'y arrivent pas. Il n'y a que Macron qui est arrivé grâce à la Coupe du Monde du triplé final Mbappé en finale. Ils ont pu faire passer la réforme de la retraite. Mais personne l'a vu venir, c'est pas grave. Mbappé, il a mis un triplé. Mais aujourd'hui, en Suisse, ça fait longtemps, depuis les années 80, je crois, que on l'a compris, cette évolution démographique. Et on l'a un petit peu paré avec le deuxième pilier et avec ce Ouais, fameux troisième pilier. moi, je sais que j'aime bien prendre en France, quelqu'un qui fait carrière en tant qu'ouvrier, on va parler un métier vraiment classique Mhm. ou cuisinier, du moins, quelque chose comme ça, il va aller chercher en faisant toute sa carrière 1000, 1003 de retraite. T'es gentil. Et ouais, non, mais parce que je veux pas non plus être T'es gros. gentil. Mais voilà, moi je sais que ma grand-mère, elle était à 800, du moins, en général, entre 800 et 1002 pour un ouvrier, ce qui a fait toute sa carrière. Mm. Tu prends le même ouvrier, il fait toute sa carrière en Suisse, premier pilier, deuxième pilier, en faisant une moyenne, il est au moins entre 2 et 3. Mm. Du moins, je sais pas, à vue de nez, qu'est-ce que tu en penses, mais premier pilier, il a fait sa carrière avec Sans un problème. salaire médian, il va quasiment aller chercher les 2000. Tu rajoutes le deuxième pilier dessus, ça va faire du 2006, 3000. Donc, on a quand même quasiment un multiplicateur de 2-3 Mm. sur la Mm. retraite. Donc, Mm. le Mm. grand cliché de on cotise pas la retraite quand on est frontalier, bah non. Et puis, le mec qui va être sur Facebook et qui va vous dire ça, oui, mais là, on est deux diplômés AFA. On est deux conseillers financiers qui ont exercé sur le territoire et qui conseillons des clients dans la prévoyance retraite. Et le diplôme AFA, il est orienté, en tout cas pour la vie Mm. non-vie, les trois piliers de la retraite. Donc globalement, d'aller croire un mec qui va raconter des conneries en commentaire sur OK, d'accord, bah croyez-le, mais il y a deux mecs qui l'ont appris par l'État suisse et qui prouvent que, bah non, en Et fait. puis on l'a vécu aussi, Ouais, concrètement, on a vu nos clients préparer leur départ à la retraite, les simulations de, de leurs droits, pardon, leurs droits de retraite AVS, LPP, troisième pilier, tout ça on l'a fait, on l'a refait, on le connaît sur le bout des doigts. bah ouais, complet. Ouais, ouais. Après, comment dire, c'est vrai que de toute manière, ça peut faire tout drôle à un Suisse de passer de 10 000, 8 000 francs de revenus Par contre, ouais. à 4 000, 5 000 de retraite. Mhm. Ça, je le comprends Totalement. totalement. Il y en a peut-être qui ne le comprendront pas. Ils vont dire les pauvres, ils sont à plaindre, ils touchent que 4 000. Alors, bien, il y a quand même un niveau de vie qui est quand même en train de changer, Mhm. auquel ils étaient peut-être habitués et auquel il va falloir se réhabituer de manière générale à le réduire, etc. Ça peut faire tout drôle, surtout que souvent pour atteindre ces niveaux de revenus, euh, en Suisse ou ailleurs, c'est qu'il y a eu quand même un certain niveau de sacrifice, que ce soit pendant très jeunes sur les diplômes, ça peut être sur la carrière, sur plein de choses. Il y a beaucoup de niveaux d'efforts qui ont été faits pour au final finir avec ça parce qu'on n'a pas assez anticipé son départ à la retraite. Mais c'est un petit peu comme les successions, c'est un petit peu comme plein de choses. Il faut l'anticiper, il faut pas le subir tout ça. Mhm. Il faut le préparer. Et plus on le prépare jeune, et plus c'est simple en fait finalement, et moins ça demandera d'efforts. On dit souvent l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est pas ceux qui se lèvent tôt le matin, hein. Ceux qui se lèvent tôt, c'est ceux qui se lèvent tôt dans leur vie, ceux qui Mhm. s'y prennent tôt, ceux qui Mhm. anticipent. Tu vois? C'est vraiment ça, je dirais qu'il faut vraiment retenir sur tout ça. Il faut pas croire à tout ce que les gens peuvent raconter, surtout ceux qui ne l'ont pas fait. S'ils sont pas venus en Suisse, ils sont pas venus faire de leurs propres mains, ils sont pas venus travailler en Suisse, il faut pas les écouter. Aujourd'hui, pour moi, c'est un problème qui est générationnel, hein, Mhm. quasiment. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut donner son avis. C'est vrai. Et tu peux voir n'importe quel avis, tu trouveras toujours des gens qui seront d'accord avec eux. Je sais plus quel humoriste faisait la blague là-dessus, mais il a totalement raison. Totalement raison. Or que, pour moi, tout le monde n'est pas légitime à donner son avis sur des sujets qui sont importants comme ça. Et souvent, c'est les personnes les moins qualifiées, du moins les moins, ouais, je veux dire qualifiées par rapport au sujet, qui vont venir commenter et mettre leur grain de sel, mais pour tout, hein. Hum, hum, hum. Et on peut le voir même quand on veut faire, demain, on veut faire une reconversion, on veut entreprendre, on veut faire truc. Je veux devenir millionnaire, non, tu pourras pas. Oui, mais bizarrement, toi, tu l'es pas et tu es en train de me dire que je ne peux pas, mais quelqu'un qui l'est, il va me dire que je peux. Alors, comment ça se fait? Je, Ok, je parlais avec un patron qui est dans le monde de la mode. Il m'a dit, si tu l'écoutes, t'es encore plus bête que lui.
Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a Ouais. peut-être des plans derrière, il fait peut-être même ça pour essayer de pas trop se rabaisser, etc. Bah, par ego. je pense que c'est en fait c'est toujours le facteur de les gens reflètent leurs propres craintes à eux. Donc pour eux, ils ne peuvent pas le faire, donc tu ne pourras pas le faire. Pour eux, ils n'ont pas réussi à aller en Suisse, ils n'ont pas le courage de se lancer. Donc du coup, ils vont dire en commentaire que non, c'est pas rentable pour essayer de se consoler eux-mêmes que bah, s'ils le font pas parce qu'ils n'ont pas le cran, c'est parce que c'est pas rentable. Mais non, c'est juste parce que tu n'as pas le courage de le faire toi, et ça veut pas dire que la personne en face va pas elle se donner les moyens d'y arriver. Je suis 100% d'accord. Il y a aussi un élément qui va appuyer ce phénomène-là, c'est que souvent des personnes répondent à des questions, mais ils sont pas censés y répondre. Moi, je disais ça à mes commerciaux. Je leur disais, les gars, votre job, c'est pas de répondre à la place du client. Votre job, c'est de lui poser cette question. Mhm. Gardez cette part de naïveté, parce qu'il y a des moments où l'information, il faut accepter que non, je ne sais pas. Tu Mhm. vois? Je parlais avec un ami. Il me dit, j'ai trouvé un job menuisier en Suisse et du coup, je dors dans ma voiture parce que la Suisse, c'est trop cher. Je lui dis, mais tu travailles où pour me dire ça? Il me dit, je travaille près de Neuchâtel. Je dis, mais t'as regardé les loyers? Non, mais ça sert à rien, c'est trop cher, c'est trop cher. Je dis, attends, là, je te pose une question. Combien ça vaut un studio pour toi? C'est trop cher. Il me répond pas. Ouais, il dit pas de Et chiffre. le fait qu'il me réponde pas, je comprends qu'en fait, il est même pas allé chercher. Tu vois? Devant lui, je lui dis, écoute, t'es en train de répondre à une question, en fait, au pif, finalement, au hasard. Mhm. Il me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, je réponds un peu au hasard. Je lui dis, bah attends, viens, regarde maintenant. Ah, regarde, le truc, il est même pas 900 francs Mhm. par mois. Moi, j'avais des collègues qui 900 étaient à francs, Neuch. une chambre de plus avec vue sur lac. J'avais des collègues qui étaient à Neuch, ils étaient à 700, je crois, un truc comme ça. Mais il y a quand on recule, Fribourg, Bulle, il y a des appartements tout à fait abordables. Il y a Bien des sûr, maisons dans le Valais. Moi, j'ai un collègue, il a acheté 350 000 la maison. c'est génial. En Haute-Savoie, on est à un demi-million. Et puis le Valais, c'est magnifique, Ouais. hein. Ah, t'as toutes les montagnes autour, t'as l'accès au lac pas loin, en fonction de la ville où tu es, c'est vraiment incroyable, hein. Mhm. C'est paradisiaque presque hein, là-bas, hein. Ceux qui aiment bien les montagnes, la nature, Ah, la Suisse, complet. c'est un accès à la nature qui est incroyable, hein. Complet. Vraiment, hein. Et c'est des choses où faut pas chercher à répondre, faut chercher à se poser la question, tu vois. C'est pour moi un des gros avantages qu'on a dans cette génération, c'est que on a accès à l'information. Mhm. Alors oui, on a accès à beaucoup de bullshit aussi, mais tout ce bullshit-là, il est vérifiable. Mhm. Donc, faut aller chercher. Faut même pas se poser la question. Faut même pas dire, à mon avis, la Suisse, c'est cher. Faut se dire, faut aller demander à Google, bonjour, ChatGPT, ce que tu veux. Est-ce que la Suisse, c'est vraiment cher? Tu vois? Prenons un cas médian, très médian, d'accord? Un couple, deux personnes, Mhm. deux enfants, ils vivent à Paris. Paris intramuros, ils ont un appartement trois chambres. Ils vont payer combien en loyer? 1400, 1600 euros par mois, tu vois? Ils vont chercher combien en salaire au cumul des deux? 5000, 6000? Ah, déjà, s'ils vont chercher 5000, le Au moyen en total, France, hein. 2000, Total. Au total des deux, tu vois, on est à peu près dans ça. bah, même moins, hein, 4000, hein, 4 5000, hein, je pense, hein. Parce Ok, que 2000, 2005, ça sera déjà des. prenons une moyenne à 5000, ils ont payé Ouais, leur loyer à 1500, le reste, ils payent la nounou, les courses, etc. Il reste pas grand-chose. non. Ok. Prenons le même cas à Lausanne. Mhm. On est en plein dans la Suisse romande. Ok. Tu as accès à Genève si tu veux des postes meilleurs. Tu as accès à Fribourg. Tu as accès à plein de villes dynamiques comme ça autour. Tu as le lac, c'est magnifique, génial. Ok. Le loyer, tu vas payer combien pour un 3 chambres? 2000, 2200, Mhm. maximum 2500 si vraiment c'est un joli appart. Mais au total du couple, en salaire, tu vas chercher 8000, 10 000, Mhm. quoi. Tu vas payer 1000 euros de plus. Je suis gentil, je le fais en euros en plus, hein. Vas payer 1000 euros de plus, mais tu fais x2 en salaire. Ah, on réfléchit là quand même. Ok. Le coût de la vie, les courses, oui, les courses c'est cher, etc. En moyenne, je crois que c'est 20% de plus. Ouais, non, c'est pas non plus exorbitant, hein. C'est pas exorbitant. Tu regardes la France, l'inflation, ils l'ont mangé de plein fouet sur les prix. Mhm. En Suisse, ils l'ont mangé pareil. Et là, on Mais les parle, et là, salaires ont suivi. en plus, là, tu parles clairement d'un statut de résident Mm. sur la Suisse romande, alors que le statut de frontalier, il bénéficie des loyers même moins Bien chers que sûr. Paris, Bien sûr. où on est au même prix, hein, entre Bien les sûr, deux. bien Ouais, sûr. Non, bon, aujourd'hui, tu peux très bien trouver des studios à 600 euros, ouais, 700 euros en frontière. Je pense pas ouais. dire de bêtises quand je dis ça. Ouais, ouais, bah même moi, je dis que moi, je sors des pépites, même sans contrat de travail, on est déjà entre 600 et 1000. Bah, tu vois, Et on n'est même pas encore sur la tu part vois. fixe, LMNP ou Et du moins Pinel. tu peux proposer la même chose à des gens qui habitent à Paris, ils seront super intéressés. Mm. Tu vois, mais par contre, en termes de salaire, ici, c'est pas la même chose. Ah bah oui. Pas la même chose. Après, bien sûr, l'accès à l'emploi, il est difficile. Mhm. Bien sûr, c'est normal. Ah bah de toute façon, les gens, On n'a rien sans rien, je veux dire. En fait, je pense que ceux qui se prennent les vrais murs et qui disent que ça recrute plus, c'est généralement ceux qui font comme s'ils étaient en France. Mm. Ils démarchent comme s'ils étaient en France, ils se donnent pas plus les moyens. En fait, ils vont envoyer deux, trois candidatures sur JobUp. Mm.
CV pas travaillé, secteur d'activité pas travaillé. Ils ont marqué cariste, les mecs, ils ont postulé pour serveur. Ils n'ont pas changé le titre. Bah, la Suisse, ça recrute pas. J'ai envoyé 30 candidatures, ça recrute pas. Ouais, mais t'as fait aucun effort. Mm, mm, C'est pas la mm. suite qui recrute pas. Tu vois bien les médias. C'est pas moi qui le dis. Tu tapes sur Internet, nombre de frontaliers, il explose. On va doubler dans les 10 ans. Du moins, on le sait. Donc, bah, c'est en faisant comme les autres que tu atteins les mêmes résultats que tous les gens qui se plaignent dans les groupes. C'est en faisant comme ceux qui ont intégré le marché que tu atteins ces résultats. C'est vrai, totalement vrai. J'avais suivi une formation immobilier qui était excellente d'ailleurs de Mehdi Chirac, Ok. qui s'est expatrié, etc. Mais à l'époque, qui était encore en France et qui faisait ces formations-là. Et il a dit une chose qui est très vraie dans le monde des travaux, de la rénovation dans l'immobilier, que tu peux appliquer aussi ailleurs. Il disait, le pas cher, ça coûte très cher. Mhm. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai pas le budget, je veux pas payer un mec pour trouver du job, je vais me débrouiller tout seul. Bah, au final, tu vas peut-être mettre 6 mois, 1 an, 2 ans à trouver ton fameux job. Mais ce 6 mois, 1 an, 2 ans que tu as perdu à ne pas l'avoir trouvé très rapidement, c'est de la perte indirectement. Ouais, C'est du manque à gagner finalement. la phrase, c'est qu'est-ce que ça te coûte vraiment de mettre 6 mois à trouver un premier emploi en Suisse? Qu'est-ce que ça te coûte vraiment d'avoir ton premier loyer Airbnb à 1 500 au lieu d'avoir des avantages? Qu'est-ce que ça te coûte vraiment quand tu calcules vraiment de faire seul la démarche qui va te prendre 6 mois ou un an? Bah, en fait, ça t'a coûté beaucoup, beaucoup plus cher que d'avoir investi un peu au départ et d'être arrivé serein, l'esprit libre et savoir exactement le plan d'action. Ouais, totalement. Ce temps-là, il est vraiment pas du tout à négliger, ce temps de préparation, ce temps d'attente avant d'avoir accès à quelque chose, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, la plupart de mes concurrents dans la formation AFA, ce qu'ils font, c'est qu'ils font 1 jour de formation par semaine. Ok. Ok. Nos cours, ils sont similaires, forcément, on prépare le même examen. Mhm. Mais nous, on est sur 1 cours par jour. Si tu es vraiment motivé, tu veux faire cette reconversion professionnelle, on est conscient que tu vas mettre quelque chose de côté. Ton emploi, tu peux peut-être démissionner pour suivre ce cours, etc. Ben, en 1 mois, le diplôme, tu l'as, en toute branche avec nous. On est les champions là-dessus. Et derrière, tu accèdes tout de suite à un emploi parce que même pendant ce mois de formation, on te met tout de suite en relation avec des recruteurs Avec pour les que tu puisses entreprises. les rejoindre directement après. Tu peux même obtenir une promesse d'embauche en cas d'obtention du diplôme avec nous. Mm. Tu vois? Donc finalement, au lieu d'attendre 4 mois, 6 mois pour obtenir ton diplôme, là finalement on a raccourci le délai à 1 mois. Oui, ça va être intensif, bien sûr. T'as rien sans rien, encore une fois. C'est logique. Bien sûr. Mais si tu es vraiment motivé, ben, en 1 mois, tu l'auras. Mm. Au bout d'1 mois, tu auras ton certificat, donc ton diplôme et ton emploi. Mais finalement, quand tu as un diplôme et un emploi, tu as une carrière en fait Mhm. qui est déjà toute tracée, Ouais. t'as déjà les bases. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, t'as plus qu'à réellement bosser. Ça se perd aussi un petit peu le fait de savoir réellement bosser. Et puis tout est Ah, lancé, ça, quoi. tu le vois quand tu. Je pense que les gens qui ont vraiment envie de bosser, là où j'ai pris une tarte, moi, c'est bah, maintenant que j'embauche dans mon entreprise parce que j'ai mes coachs, j'ai mes conseillers, j'ai mes vendeurs, j'ai mes monteurs et tout ça. Et tu te rends compte que, en fait, les gens qui ont envie de vraiment bien travailler, bah, c'est pas tout le monde, en fait. Et faire du bon boulot, c'est pas donné. Je suis d'accord avec toi. Je pense même que savoir réellement bosser, c'est pas tout le monde. Je vais te donner un exemple très parlant. Quand je donne mes cours, j'ai beaucoup d'élèves qui, toutes les 10 minutes, ont un œil sur leur téléphone. Encore une fois, ça va être générationnel. Mhm. Mais trouver quelqu'un qui est capable de mettre son téléphone de côté, se concentrer sur une tâche pendant 1 heure, 2 heures, ça devient de plus en plus rare. Mhm. Mais c'est Totalement. pas grave. C'est pas grave. Parce que si c'est de plus en plus rare, si toi tu le fais, ben, tu as de plus en plus de valeur, Ouais. tout simplement. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis, c'est quelque chose qui est en train de se perdre, le fait de savoir réellement bosser. Tu vois? Mhm. Tu peux demander à n'importe quel manager dans n'importe quel domaine. Tu peux lui dire, c'est quoi pour toi le meilleur agent que tu as dans ton équipe, la meilleure attitude? Il va dire, c'est un agent qui me pose pas de questions, qui a pas un avis. Quand je lui dis, il faut que tu fasses ça, il va le faire. Après, on débrief, après, on débat. Mais d'abord, commence par le faire. Tu Mhm. vois? Et cet agent qui va vraiment le faire, en plus en le faisant à 100%, c'est le meilleur agent. Parce que du coup, il aura tiré l'enseignement de ce que tu lui apportes. Il te laisse le fait de le faire monter en compétence, tu vois. Et en même temps, il va peut-être pouvoir débattre avec toi après avoir essayé, en apportant peut-être un point de vue, un œil différent. Et là, c'est génial, C'est ça, tu non, vois. mais complet. Au début, c'est t'exécutes et après, tu essaies de réfléchir. Mm. Mais pas avant. Mais du coup, maintenant, donc, tu t'as fait ton entreprise, tu fais passer les AFA, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que tu as été conseiller, on a fait ton parcours, tu es revenu, tu dis que maintenant que tu fais passer les AFA, mais
tu as fait tes apprentissages tes premiers cours à Grenoble. Maintenant, tu t'es mis dans la FAD, tu l'as passé toi-même du coup en Suisse. Tu as fait quoi? Tu as fait la reconversion? Comment ça Ah, s'est passé ton switch? alors moi, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé en tant qu'intermédiaire en assurance, on le disait, l'AFA était pas obligatoire. Mhm, Et en fait, quand tu passais l'AFA, c'est que tu voulais monter ta boîte mhm. en tant que courtier en assurance intermédiaire ou tu voulais monter ta société. Du coup, à l'époque, moi, je le passe en autodidacte et en cachette. Parce que je me dis, si je le passe, et que mon employeur le sait, il va penser que je vais vouloir partir. Alors que c'était pas mon souhait à l'époque, hein. Ok. Je voulais juste le passer histoire de consolider ma carrière dans les assurances en Suisse, avoir un diplôme suisse là-dedans. Donc je le passe en 2021 en autodidacte. Je passe beaucoup de temps de préparation là-dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai ma société et que je commence les cours à l'IAE, en parallèle, je commence aussi à donner les cours pour passer la FA à mes agents. D'accord, Ok. en anticipant le fait que ça allait devenir obligatoire. Donc il se passe plusieurs mois comme ça, on cède l'entreprise. Moi, je peux du coup me concentrer pleinement dans cet accompagnement, cette formation au certificat AFA, parce que ce besoin que nous on avait, n'importe quel employeur dans les assurances l'avait aussi. Donc on a commencé à professionnaliser cette formation AFA début 2025, même si ça faisait déjà plusieurs mois que je donnais le cours. Quand je commence à professionnaliser ça, quand je commence à professionnaliser ça, j'en suis peut-être à ma troisième, quatrième version, allez, troisième version de mon cours. Aujourd'hui, j'en suis peut-être à ma cinquième, tu Ok. vois. Je continue à le faire évoluer et en même temps avec les évolutions du diplôme. Donc, à ce moment-là, avec mon associé qui est développeur web, média buyer, etc., tout ça, c'est son domaine, c'est un expert là-dedans. euh, on crée la société, on crée la structure. Chacun a sa zone de génie dans cette Ok. activité-là. Donc, moi, je suis sur la partie formation. Je forme beaucoup de monde. Je noue pardon, des partenariats avec plusieurs sociétés qui justement veulent dès le départ maintenir un niveau de qualité de leurs conseillers très élevé, comme Prométhée, si on peut ne citer qu'eux, il y en a d'autres aussi, Mhm. euh, qui du coup ont ce besoin-là. Ils me disent, ils me connaissent aussi sur mon secteur, sur Genève, je suis quand même assez connu là-dessus, ça fait un moment que je suis là. Qui me disent, ben, ok, nous on connaît ta pédagogie, on sait à quel point ça peut être qualitatif ce que tu vas apporter, on te fait confiance pour former nos équipes. Donc je forme leurs équipes, je forme aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des personnes qui n'ont jamais travaillé dans les assurances, ni même en Suisse, ni même en France, n'importe qui, aujourd'hui, avec suffisamment de motivation euh, Mhm. et d'application aussi, peut se lancer dans le domaine. D'accord? Donc là, aujourd'hui, je me retrouve avec des clients professionnels où je vais former leurs équipes, leurs nouvelles recrues, et des personnes qui sont nouvelles sur le secteur, sur le marché de l'emploi, qui veulent se reconvertir, veulent changer de métier, ou même peut-être qui sont déjà dans le domaine mais en France, qui veulent juste passer la frontière, ben, on se retrouve à les former aussi pour obtenir ce même diplôme-là qui met tout le monde d'accord. Mhm. Aujourd'hui, tu vas sur n'importe quelle offre d'emploi, tu vas voir AFA exigé, quoi. Ok. Totalement. Donc là, nous, on va venir former des personnes en un mois pour qu'ils puissent obtenir leur certificat AFA, toute branche. Donc après, ils sont capables de travailler pour n'importe quel employeur dans les assurances. Ok. Au bout d'un mois, ils l'ont. Mhm. Ensuite, ça s'arrête pas là. Nous, dès le moment où on valide l'inscription, on demande en même temps le CV. Et là, on rentre dans l'accompagnement sur la préparation du CV, etc., etc. Et cetera. Et on programme déjà des entretiens d'embauche pendant cette phase-là. Ok. Donc en un mois, on est capable d'aller récupérer le certificat AFA toute branche et de récupérer le premier emploi en assurance. Donc on a cette double Ouais, activité, formation et recrutement. ok. Et donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, bah, comme on avait pu parler en tout début de vidéo, au jour d'aujourd'hui, quel type de profil tu places dans les agences? Quel type de profil tu vas recruter pour les recruteurs? Intermédiaire En en assurance, assurance, conseiller donc financier? conseiller financier, gestionnaire de patrimoine, Ok. spécialiste assurance maladie, courtier en assurance non-vie. Donc quand on parle de non-vie, ça va être l'assurance chose principalement, véhicule, ménage, etc. Alors Ça, c'est les commandes que tu as actuellement. ouais, Ok. effectivement, c'est les commandes que j'ai actuellement. Ouais. Ok. Ouais. J'ai du profil néophyte. Des fois, on va me demander que de l'assurance maladie, c'est un peu plus rare, mais très souvent, ça va être de l'assurance toute branche qu'on va me demander, de la Ok. FA toute branche. Non, mais pour voir, parce que bah, je sais que dans les candidats, il y a un peu de tous les profils. J'ai du master, du bachelor, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui ne sont pas encore. Ça Mais au changera moins, rien. Alors, je vais pas dire que ça changera rien à 100%. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir l'AFA plus un niveau de diplôme bac plus 3, bac plus 5 va être préféré à quelqu'un qui a que l'AFA. Ok. Mais quelqu'un qui a un bac plus même 8, si tu veux, 3 bac plus 5, s'il n'a pas l'AFA, on regarde pas son CV.
Aujourd'hui, dans le domaine des Ah, assurances, bien c'est sûr. comme ça que ça se passe en Ah oui, Suisse. totalement. Ok. Le switch a été fait cette année, de toute façon. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais, aujourd'hui, dans les commandes que l'on a, on a vraiment quasiment tous les profils. On peut faire le tour, n'importe qui, même qui n'a jamais travaillé dans les assurances, il vient, s'il arrive à prouver qu'il est motivé et en passant la face, parce que ça sera une belle preuve de motivation aussi. Derrière, le recrutement, il va être très allégé, j'ai envie de dire. Il va même être ne serait-ce que possible, quoi. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comme je disais, il y a certains employeurs qui vont proposer une rémunération avec un salaire fixe, d'autres intégralement à la commission. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ça Il n'y a pas un dépend. fonctionnement de mieux que l'autre, ça va dépendre des personnes. Qu'est-ce qui vous convient le mieux à vous? Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'un salaire fixe déjà pour s'enlever une pression Mhm. de l'esprit et pouvoir se concentrer sur le boulot. Mais ils savent que en termes de rémunération, ça ira potentiellement pas très haut. Mhm. D'accord? Ça va être difficile d'aller chercher un salaire à 5 chiffres. Là où d'autres profils qui sont assez confiants dans leur Bah, capacité à commercialiser, ils vont plutôt préférer des salaires avec commission, justement, pour aller chercher facilement ces salaires à 5 chiffres, entre guillemets facilement, s'ils sont faits pour ça. c'est quoi le plus beau salaire que tu as vu? Dans ce domaine, Sur un mois. Moi, j'ai vu un record à Genève, mais j'ai vu 23 000, moi. 23 000. Ouais, C'est c'était ma conseillère. Ok. Elle est arrivée, elle m'a dit, ouais, et tout, j'ai eu un client aujourd'hui, il touchait 17 000 par mois. Je lui ai dit, mais t'as calculé combien tu touches, toi? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, ben vas-y, fais le calcul. Elle a pleuré de joie. Ah, je crois que le plus gros, moi, c'était une femme qui a monté son cabinet et elle a tapé 90 000 en période En un fiscale, mois. ouais, en un mois. Elle avait fait 3 millions de prod. Je l'ai connue, j'ai travaillé avec elle. Ah, voilà. Elle a même fait plus. Voilà, ce que Ça, c'était la première année. La deuxième année, elle avait fait 4,5 millions le Ah non, premier temps, je crois. ouais, Donc, ouais. c'était l'estimation, je crois que c'était 90 000, on nous avait sorti. J'ai dit, ah Hmm, ouais. ouais, ouais. Après, je vais te dire, c'était mérité, hein. Moi, je l'ai vu au quotidien. Ce qu'elle Ok. faisait, pourtant, moi, je me considère comme étant un gros bosseur. Elle, c'était encore un cran au-dessus, hein. Elle venait le matin, 7 heures du matin, au bureau. Dernier rendez-vous, 23 heures. Hmm. Tu vois, du lundi au samedi. Et puis le dimanche, elle le passe à faire les déclarations de ses clients. Tu vois, elle est venue avec un objectif. Ah bah, elle a Son atteint. objectif, je pense qu'elle l'a atteint. J'espère, en tout cas, je lui souhaite, hein, parce qu'en tout cas, c'était mérité. Mais ce qu'elle a fait, c'était totalement honorable. Et elle n'était pas dans un truc où elle reçoit un client, le signe, un client le signe, un client le signe. Non, non, non. Le conseil était super bien fait. Un petit mail de récap à la fin. Tu vois, c'était vraiment très qualitatif ce qu'elle a fait. Ah, Vraiment, mais c'était pas tout très, repos. très, très, très beau success story, je vais dire, hein, sur le territoire. Mm, Mais au moins, mm. ça montre les possibilités qu'on a aussi sur cette partie commission, parce qu'il n'y a pas de limite, en fait, Ouais, en bien sûr, soi. bien sûr, bien sûr, Il n'y a bien sûr. pas de réelle limite. Et toi, demain, quelqu'un qui voudrait se lancer justement à venir en Suisse, à venir dans le métier des assurances, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Quels seraient tes conseils à toi? Moi, je lui dirais déjà de venir, comme n'importe quel autre domaine, de venir préparer, de se renseigner un petit peu sur la Suisse. Parce que comment dire, c'est pas le même pays. Même si à certaines zones on peut parler la même langue, ça reste un pays qui parle trois, quatre langues différentes. Donc on est sur un pays qui est très multiculturel, du coup très ouvert aussi avec les différentes origines, les différents accents, Mhm. les différentes religions. Donc ça, c'est quelque chose qui existe en Suisse, c'est comme ça. D'accord? C'est aussi un pays qui est très dynamique et entre guillemets qui pardonne pas. Le coût de la vie, c'est quelque chose. Ah ouais, Si bien tu sûr. viens t'installer en Suisse et que pendant 6 mois, tu n'as pas de revenus, ton portefeuille, il va le sentir. Ah oui. Tu vois? Donc, pour moi, il faut venir préparer déjà sur c'est quoi la Suisse, pourquoi est-ce que je viens. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues en Suisse parce que leur accent était très mal vu en France Ok. et qui viennent en Suisse parce que en Suisse, c'est accepté. Mhm. Tu vois? Donc, pour moi, le fait d'être bien préparé, déjà, de savoir où est-ce qu'on met les pieds, c'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, c'est de venir avec un projet professionnel. Parce que j'ai beaucoup vu dans mon entourage, je vais venir travailler en Suisse, tu veux faire quoi comme métier? Je sais pas. Mhm. Ça marche pas. Mhm. Venir, je vais postuler partout, ça marche pas. Je Ah, il pense que faut tu es avoir... même mieux placé que moi pour le Ah ouais, il faut savoir. avoir un objectif clair. Et en plus, ça peut se travailler des fois même en amont. Ils font deux trois extras. Si le mec il a rien du tout, il fait deux trois extras en France juste avant de postuler en Suisse, Mm, ça débloque toute la situation. mm, Mais c'est pas je mettrai un peu partout et je sais pas où je vais. Non. c'est ça. Donc C'est... pour moi, venir préparer un objectif qui est clair Mhm, et de savoir un petit peu qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Donc c'est vraiment pas qu'un objectif, mais même un plan tout court. mhm, Ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi le fait de savoir sur des choses qui peuvent paraître parfois toutes bêtes, mais c'est quand même beaucoup mieux de le savoir avant de venir. C'est de savoir où est-ce que vous allez habiter. Est-ce que vous voulez habiter en Suisse? Est-ce que vous voulez habiter à la frontière?
Si c'est à la frontière, de quel côté de la frontière vous voulez être? Est-ce que vous voulez être côté Haute-Savoie, du côté de l'Ain, du côté de Pontarlier? Je ne sais pas. Thonon-les-Bains, Évian, aller au travail en bateau, génial. Mais Totalement. tout ça, c'est des choses qui sont, je pense que si c'est préparé avant de venir, c'est quand même beaucoup mieux et vous allez beaucoup mieux vivre justement cette arrivée dans le territoire. Je dirais, de manière générale, en fait, c'est le fait de ne pas subir, en fait. C'est de venir préparer, prendre un peu le taureau par les cornes, quoi, finalement. Ouais, de voir, vraiment voir vision, court, moyen, long terme, et pas se lancer comme ça sans réfléchir et se prendre le mur. Donc pour toi, tu es quand même bien sur la préparation et il y a pas de, il faut un plan concret. Mais de toute façon, je crois que les gens, c'est toujours comme ça. C'est en fait, ils se préparent pas assez. Puis Mhm. après, ils échouent, mais ils disent, bah ça marche pas. Mais non, c'est Ouais, juste la préparation qui est pas bonne au préalable. Et souvent, les gens ne passent pas à l'action simplement par manque de clarté sur l'objectif et le projet, en fait. en fait, comment dire ça, je vais dire de manière très explicite aussi, euh, c'est très facile de reporter la faute sur autre chose que soi-même. Bon, bah, en tout cas, merci énormément pour la valeur que tu as pu transmettre. Comme d'habitude, moi, je vous invite à mettre un commentaire si vous avez des questions complémentaires. Vous pouvez retrouver ses coordonnées dans la description, comme d'habitude. Je vous dis de vous abonner, de mettre un like. Et de toute façon, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Jordan. Allez, ciao, ciao!